Antonin, bonsoir et bienvenue. Voici les titres. Il est le principal opposant à Vladimir Poutine. Alexei Navalny condamné à 15 jours de prison pour avoir appelé à manifester contre la corruption. Au premier jour de la grève générale en Guyane, Matignon promet un plan d'aide, des renforts de police et l'envoi d'une délégation de ministres d'ici la fin de la semaine. Imprimer le monde, une expo consacrée aux imprimantes 3D qui ont révolutionné le travail des artistes, architectes et le monde de l'industrie aussi. Alexei Navalny a été condamné à de la prison ferme. L'opposant à Vladimir Poutine a été arrêté hier à Moscou avec 1 millier de ses partisans lors d'une importante manifestation pour dénoncer la corruption. Le rassemblement avait été interdit dans la capitale et le Kremlin parle d'ailleurs de provocation de la part de Navalny qui compte bien défier Poutine à la présidentielle l'an prochain. L'Union européenne réclame la libération de tous les interpellés. Plus surprenant, l'administration Trump a condamné ces arrestations. Barbara Laure pour les détails. Une fois de plus, Alexei Navalny passe d'un panier à salade à un tribunal. L'opposant numéro 1 en Russie n'en est pas à sa première arrestation, loin de là, ni à sa première condamnation. 15 jours de prison et 325 € d'amende cette fois pour avoir organisé des manifestations non autorisées. Je pense que les manifestations hier ont montré qu'il y a un grand nombre d'électeurs en Russie qui sont prêts à soutenir le programme d'un candidat qui dénonce la corruption. C'était justement le mot d'ordre des manifestants, dénoncer la corruption du régime de Vladimir Poutine et des oligarques qui l'entourent. Navalny a réussi à mobiliser des dizaines de milliers de personnes, à Moscou bien sûr, mais aussi, et c'est plus rare, dans une trentaine de villes de province, comme ici, à Saint-Pétersbourg. L'ampleur du mouvement est inédite également, du jamais vu depuis 5 ans. La réponse du pouvoir, on réprime, ça, c'est pas du tout inédit. Plus d'1 millier de personnes ont été arrêtées pour avoir osé défier le Kremlin et ses 2 principaux locataires. Poutine et Medvedev nous disent « Soyez patients, vous pourrez emprunter, vous aurez plein de choses, bientôt ça va venir ». Ah oui? Et pourquoi nous on vit à plusieurs familles par appartement et eux dans de luxueuses villas? Ah, les villas du Premier ministre Medvedev. On ne parle que de ça en Russie depuis que Navalny a publié cette vidéo sur YouTube. Medvedev a plusieurs villas au pays et en Toscane, de yachts, des vignobles, plus d'1 milliard d'euros de propriété que 12 millions d'internautes ont déjà pu admirer en même temps que son déhanché, la Dolce Vita dans un pays où 15% de la population vit sous le seuil de pauvreté. L'indignation suscitée par la vidéo a relancé la mobilisation derrière Navalny qui veut défier Poutine à l'élection présidentielle l'an prochain. On essaie de rassembler des gens et de récolter des signatures pour soutenir la candidature de Navalny à la présidence. Une précédente condamnation pour détournement de fonds devrait l'en empêcher. Il s'agit pour Poutine de neutraliser son rival sans en faire un martyr. Et là aussi, la machine répressive est à l'œuvre. Le Bélarus est une ancienne république soviétique. Elle en a gardé les méthodes, la force pour étouffer la contestation. Une contestation sociale qui prend de l'ampleur depuis un mois, du jamais vu ou presque dans ce pays tenu d'une main de fer depuis 23 ans par le président Loukachenko. Ce week-end, au moins 700 personnes ont été arrêtées lors d'une manifestation interdite par le pouvoir. Et parmi les interpellés, notre correspondante Macha Rodé. Voici son reportage. La prison d'Akrestina dans la banlieue de Minsk. Plus d'une centaine de personnes interpellées lors du mouvement de protestation du 25 mars seraient incarcérées ici. Leur première comparution en justice a eu lieu aujourd'hui. Des proches sont venus leur apporter de la nourriture et des vêtements de rechange. C'est le cas d'Arsiom. Il a fait 5 heures de train depuis l'ancienne Brest-Litovsk pour remettre quelques affaires à son frère. Après la manifestation, on a longtemps cherché mon frère et on a appelé tous les postes de police. On a fini par le retrouver dans cette prison. Il est étudiant et voulait juste participer à la marche de protestation avec les autres. Je trouve vraiment choquante la façon dont la manifestation a été dispersée. Face à des citoyens désarmés qui ne voulaient qu'exprimer leur opinion, l'État a réagi très violemment. Mais pour le gouvernement d'Alexandre Loukachenko, le contrôle est plus important que l'opinion des citoyens. Devant la prison, les autorités empêchent même les proches des personnes interpellées de parler aux journalistes. On nous ordonne de nous tenir à 150 mètres de distance. Le KGB filme tout en continu. Des bénévoles de l'organisation de défense des droits de l'homme Viasna sont venus en renfort. Ils tentent de savoir combien de personnes ont été arrêtées et aussi leur nom, car aucune information officielle n'a été communiquée. De graves violations des droits de l'homme sont commises ici. Cela nous concerne tous. Nous aussi on a peur, mais on continue.
Il faut surmonter sa peur. Dans les bureaux de l'ONG, Katia et Anna donnent aussi un coup de main. Une action de solidarité avec les détenus est organisée dans le centre-ville et de nouvelles arrestations ont déjà eu lieu. Nos collègues sont sur place. Dès qu'il y a des arrestations, ils nous font signe et on met l'information en ligne. Toute la journée, on reçoit des appels des familles de manifestants arrêtés avant-hier. Certaines sont toujours sans nouvelles de leurs proches. Samedi, les observateurs de Viasna se préparaient à rejoindre la grande manifestation, mais ils ont été stoppés dans leurs préparatifs par une descente de police. Toutes les personnes présentes dans leurs locaux, ainsi que notre équipe de tournage, ont été interpellées puis retenues au poste pendant près de 3 heures, soit 57 personnes au total. Tout le monde debout. Les mains sur la tête, menton baissé. Vous là, je veux voir vos deux mains. Gardez les mains levées. Cette répression est la plus sévère que le Bélarus ait connue ces dernières années. Mais la colère de ses habitants est elle aussi sans précédent et pourrait bien se renforcer encore. Ils votent par anticipation. Les Turcs de la diaspora ont commencé à se prononcer pour ou contre la réforme de la Constitution voulue par Erdogan. Une réforme contestée qui doit renforcer considérablement les pouvoirs du président. L'Allemagne compte la communauté la plus forte de Turcs en Europe. 1,4 million d'électeurs sont concernés et ils sont plutôt pro-Erdogan et leur vote pourrait faire la différence. Car les résultats du référendum qui se tiendra le 16 avril en Turquie s'annoncent très serrés. Ils peuvent faire pencher la balance. On comprend donc pourquoi le clan du président turc voulait organiser des meetings pro-Erdogan un peu partout en Europe et notamment en Allemagne. Ces Turcs très courtisés, Tom Theodor et Marco Berger, les ont rencontrés à Berlin. Le marché turc hebdomadaire de Neukölln à Berlin. Quand on demande aux clients ce qu'ils vont voter, un même mot résonne. Hayır, non au projet d'Erdogan de réviser la Constitution. Pour beaucoup de Berlinois, une réaction compréhensible après ces comparaisons avec le nazisme. Mais quels sont les arguments de ses partisans? Ismail Atatürk, il est né il y a 40 ans à Berlin, où il vit et travaille. Erdogan a accompli de grandes choses. Bien sûr, il a fait quelques erreurs, tout le monde en fait. Mais je ne dirais pas que ces erreurs sont graves au point de penser que c'est une mauvaise personne ou qu'il est en passe de devenir un dictateur. Lorsqu'il était enfant, Remzi Arou passait tous ses étés en Turquie avec ses parents. Au début des années 80, il a vu un pays détruit et corrompu, dépourvu de systèmes de santé performants et où les gouvernements se succédaient. Selon lui, Erdogan, d'abord en tant que maire d'Istanbul, puis de Premier ministre, a remis de l'ordre dans ce chaos. Il a relancé l'économie et assuré la prospérité de la classe moyenne. Erdogan a instauré la démocratie en Turquie. Avant lui, il n'y avait pas de démocratie. Pour que cela continue, il est important de dire oui au référendum. Parce que lorsque Erdogan aura quitté le pouvoir et qu'il n'y aura plus de personnalité aussi forte que lui, la fonction doit pouvoir incarner ce pouvoir pour que la Turquie puisse rester stable et gouvernable pendant 5 ans, le temps au moins d'un mandat législatif. À Berlin, il existe des dizaines de clubs de foot à dominante turque. Tous les week-ends, près de 30 000 citoyens d'origine turque viennent assister au match. Parmi eux, Soner Aydinoglu, un fan du président turc. Au football, il est difficile de gagner un match sans bonne défense. Et selon Soner, Erdogan joue ce rôle-là pour l'Europe. La Turquie fait office de barrage pour les problèmes entre l'Europe et les voisins de la Turquie. Et si le pouvoir d'Erdogan est renforcé, si la Turquie est plus forte, elle peut du même coup protéger toute l'Europe. Peu de Turcs berlinois osent affirmer leur soutien à Erdogan devant une caméra. Ils redoutent les réactions de leurs collègues au travail. Mais tous souhaitent retrouver des relations détendues et attendent avec impatience que les autorités allemandes et turques sifflent la fin de leur querelle. Et en Allemagne, c'est l'image du jour. Angela Merkel, soulagée et souriante aux côtés de Annegret Kramp-Karrenbauer, la candidate CDU gagnante des élections régionales dans la Sarre hier. L'effet Schulz n'a pas marché. Surfant sur les sondages, le candidat à la chancellerie des sociodémocrates espérait l'emporter. Espoir douché. C'était son premier test de popularité dans les urnes avant les législatives de septembre. Pas forcément représentatif car la Sarre est un petit land peu peuplé.
Bernard Cazeneuve promet l'envoi d'une délégation de ministres en Guyane d'ici la fin de la semaine. Et il promet aussi de l'aide, un pacte d'avenir pour répondre aux revendications sociales et économiques. Une façon pour Matignon de dire « message reçu ». Car ce département français du bout du monde est paralysé par une grève générale et la contestation prend de l'ampleur. Damien Vaner. Rideau baissé, rue déserte, le moins que l'on puisse dire est que le mouvement de grève générale en Guyane, programmé pour ce matin, est bien suivi. Un conflit social majeur dans un territoire français grand comme l'Autriche, en pleine campagne électorale. Pour le gouvernement, il y a urgence à éteindre l'incendie et c'est le Premier ministre qui joue les pompiers de service. Une délégation ministérielle sera sur place avant la fin de la semaine pour conclure ces discussions. Si toutefois, et j'insiste sur ce point, les conditions du respect et de l'ordre républicain sont réunies. C'est donc un savant équilibre entre compréhension et mise en garde que le gouvernement a décidé d'envoyer aux contestataires. Parmi ces 37 organisations du collectif syndical guyanais, le groupe des 500 frères mobilisés contre la délinquance, symbole de cette grogne. Une poignée de grands gaillards qui patrouillent dans les rues, souvent critiqués pour leur jusqu'au-boutisme. S'ils sont cagoulés, c'est, disent-ils, pour leur propre sécurité. Seul leur porte-parole tombe le masque face aux caméras. On est simplement des jeunes Guyanais responsables, des pères de famille, des fils, des frères, ce que vous voulez, qui ont pris l'initiative de prendre des risques, parce que c'est risqué. Si on voulait être une milice privée, on serait armé, on ne serait pas allé voir les autorités, et s'il avait fallu agir, on aurait agi dans l'ombre. Un discours non violent, mais une ligne de conduite plutôt radicale qui fait mouche auprès de la population. Ça fait trop longtemps que ça dure. Il fallait des gars comme ça, déterminés, des gars qui n'en ont rien à cirer, et des gars qui sont jusqu'au boutisme, et c'est ça que nous voulons. La délégation ministérielle est prévenue. Pour apaiser le climat social, il faudra s'attaquer au chômage, à l'insécurité et au manque d'infrastructures qui font que les Guyanais se sentent souvent loin, très loin de la métropole. La course contre la montre, Theresa May est en Écosse pour défendre l'unité du Royaume-Uni. À 2 jours du déclenchement du Brexit, la première ministre britannique est venue dire à son homologue écossaise que ce n'est pas le bon moment pour réclamer l'indépendance. C'est en principe demain que le Parlement écossais devrait voter en faveur d'un nouveau référendum pour l'indépendance. Les Écossais ont voté contre le Brexit. Quitter le Royaume-Uni leur permettrait de rester dans l'Union. Et retour gagnant en Bulgarie, Boyko Borisov a réussi son pari. Il s'apprête à devenir Premier ministre et cela pour la 3e fois. Son parti conservateur a remporté les législatives hier, loin devant les socialistes. Pour autant, pas de triomphalisme, le réélu ne peut pas gouverner seul. Il doit former une coalition pour s'assurer la majorité et il devra sans doute compter avec les nationalistes. Hugh Lechard nous en dit plus. On prend les mêmes et on recommence. Boyko Borisov a déjà été Premier ministre par 2 fois et 2 fois il a démissionné. Aujourd'hui, il s'apprête à rempiler. Hier, son parti de centre-droit a obtenu 32,6% des voix aux législatives, soit 5 points de plus que les socialistes. Insuffisant néanmoins pour dégager une majorité. Le conservateur pro-européen cherche donc des alliés. J'espère pouvoir former un gouvernement rapidement après des négociations calmes et tranquilles. Ce gouvernement devra répondre aux attentes des Bulgares en politique intérieure et étrangère dans un contexte international difficile. Avant même le scrutin, toute coalition avec les socialistes était exclue. Pas question non plus de s'unir au parti turc. Restent donc les Patriotes Unis, arrivés en 3e position. Une alliance avec cette formation nationaliste marquerait un net virage à droite. Les Patriotes Unis sont contre l'arrivée de réfugiés et pour ce qu'ils appellent une Europe des patries. En cas d'échec des négociations, le Parti socialiste a déjà fait savoir qu'il était prêt à gouverner. Si les conservateurs échouent à trouver des alliés et que nous obtenons un mandat, nous tenterons de former un gouvernement pour la Bulgarie et pour la présidence de l'Union européenne. Un rôle que le pays endossera début 2018. Entrée dans l'Union européenne il y a 10 ans, la Bulgarie est l'un des États membres les plus pauvres. Le salaire moyen ne dépasse pas 500 € et la corruption est partout. Les législatives ont été entachées de fraude. De nombreux citoyens n'ont plus confiance dans la politique. Aujourd'hui, tout ce qu'ils souhaitent, c'est que les choses changent.
C'est un pays martyr dont on parle peu et pourtant, depuis 2 ans, le Yémen est bombardé sans relâche par l'Arabie saoudite et ses alliés. Objectif, écraser la rébellion Houthi, des chiites qui ont pris le contrôle de la capitale Sanaa et d'une partie du pays. Mais ces raids ont mis le Yémen à genoux, ils ont fait plus de 7000 morts, la situation humanitaire est catastrophique et les premières victimes sont les enfants. Pour les 2 ans de l'intervention arabe, les rebelles Houthis ont répondu hier par une démonstration de force. Alexandra Yenik nous en dit plus. Ils étaient des centaines de milliers réunis hier à Sanaa, la capitale du Yémen contrôlée par les rebelles Houthis. Avec leurs alliés, les partisans de l'ancien président Saleh, ils ont organisé une démonstration de force et marqué ainsi le 2e anniversaire de l'intervention de la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite. Notre volonté et notre résistance sont plus fortes que les missiles, les avions et les armes des Saoudiens. Ils ne réussiront jamais à mettre le peuple yéménite à genoux, même s'ils tuent beaucoup d'entre nous. L'offensive conduite par l'Arabie saoudite et lancée il y a 2 ans devait remettre en selle le président Hadi, reconnu par la communauté internationale. Mais les raids très imprécis des avions saoudiens touchent surtout des civils. Cette guerre a déjà fait plus de 7000 morts et 40 000 blessés. Autre conséquence, les 2 tiers de la population, déplacée car fuyant les combats, dépendent désormais de l'aide alimentaire. Sur les marchés, il n'y a pas grand-chose. Et tout est cher parce qu'il y a une pénurie d'essence. Et forcément, cela a un impact très négatif sur la vie des gens. Les enfants sont en première ligne dans ce conflit. Selon l'UNICEF, plus de 1500 ont été tués depuis mars 2016 et 460 000 souffrent de malnutrition sévère. Beaucoup n'ont plus accès aux soins et meurent de maladies qui sont d'ordinaire évitables comme la rougeole. Dans un pays ravagé par la guerre, plus de 2 millions ne peuvent plus aller à l'école. Impossible d'avoir une enfance normale. Ouvrons notre page culture. Les technologies numériques et les imprimantes 3D ont bouleversé la conception et la fabrication des objets. Elles ont transformé la pratique des architectes, des designers et des artistes. L'impression 3D se développe aussi dans l'industrie, de l'aéronautique aux biotechnologies. Jusqu'au 19 juin, le Centre Pompidou consacre une exposition à ces techniques qui révolutionnent le travail et l'art. David Bernstein et Nicolas Grimard nous y emmènent. C'est peut-être une nouvelle page de l'histoire de l'art qui s'écrit en impression 3D. Le Centre Pompidou expose des artistes, designers et architectes qui s'emparent de cette technologie. Leurs concepts, leurs formes, leur langage sont totalement inédits. L'appropriation de ces technologies numériques autour de l'impression 3D a permis la réalisation de formes extrêmement complexes de création et a vraiment renouvelé complètement le vocabulaire artistique. Une impression 3D consiste généralement à injecter une matière à plat, couche après couche, pour former un objet en 3 dimensions. On peut imprimer en plastique, métal, béton ou en roche, comme pour cette incroyable grotte de Hans Meyer et Dylan Burger. C'est une impression en sable de silice qui va former au final des blocs de grès qui ressemblent à de la pierre. On voit le degré inouï de résolution de détails qui a été rendu possible par un système algorithmique extrêmement complexe. On est face à un objet qui n'est pas du tout dessiné, mais qui est un objet calculé. L'intervention de l'artiste débute en amont dans la conception informatique de l'objet. Pour créer sa table en titanium, Mathias Bengtsson a conçu son propre logiciel 3D. Il s'inspire de la croissance des plantes. J'ai commencé en développant mon logiciel informatique. C'est comme une graine digitale plantée dans un monde artificiel à l'intérieur de l'ordinateur. Et elle pousse comme une plante. Il n'y a pas de forme prédéfinie pour cette table. La table sait simplement qu'elle doit s'établir à une certaine hauteur et créer une surface et une structure qui se portent elles-mêmes. Pour y arriver, c'est tellement complexe qu'on ne peut le faire qu'avec la technologie de l'impression 3D. Créée dans les années 80, développée par l'aéronautique, l'industrie militaire et les biotechnologies, l'impression 3D révèle aujourd'hui son formidable potentiel dans un champ nouveau, celui de l'art. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, je vous laisse avec Elisabeth Quint et toute sa bande pour 28 minutes. Et puis à 20h50, toute la grâce du duo Emmanuel Béard et Michel Serrault dans Nelly et Monsieur Arnaud, le film de Claude Sautet. Demain, retour de Kadia Doumdouas à cette même place. Très belle soirée sur Arte. Prenez bien soin de vous. Gignos, a te breve.